Et déjà, bienvenue à tous. Un grand merci pour votre présence, pour cette première, pour Circulab. C'est notre tout premier webinar. J'espère qu'il va bien se passer, mis à part ce petit souci technique initial. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sur le chat ou par mail. Et puis, on y répondra à la fin, avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, et je vous souhaite une bonne session. Déjà pour commencer, tout simplement, qu'est-ce que Circulab? Eh bien, Circulab, c'est à la fois une agence de stratégie et un studio de design dédié à l'économie circulaire et régénérative, qui existe depuis 2012. Jusqu'à l'année dernière, on s'appelait Wita, et puis on va le voir un petit peu pourquoi. On a créé une méthode aussi en 2014 qui s'appelait Circulab, qui nous a un petit peu dépassé. Et voilà, en question de cohérence, on a décidé de changer de nom. Euh, Notre raison d'être, c'est régénérer autant que faire se peut les écosystèmes, parce que déjà, évidemment, ils en ont bien besoin, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous régénérer les écosystèmes? C'est être le plus sobre possible dans notre utilisation de ressources au XXIe siècle, en concevant des produits, services qui répondent aux besoins essentiels, et puis surtout, tout simplement, améliorer la résilience des territoires. Tout ça, c'est un sujet qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui avec la crise que nous vivons, mais c'est des sujets que l'on porte depuis pas mal d'années déjà. Comment on fait tout ça? Déjà, on invite nos clients à adopter une vision systémique. Pendant trop longtemps, on a adopté une vision du business quasi exclusive, c'est-à-dire, bon, voilà, qu'est-ce qui marche pas, et on était un petit peu trop binaire. L'idée, à travers cette vision systémique, c'est d'avoir d'autres critères aussi d'évaluation d'une innovation, d'un produit, d'un service, quel qu'il soit, et intégrer évidemment la partie technique. Est-ce que d'un point de vue technologique, c'est intéressant, c'est pertinent? Et aussi intégrer l'humain. L'humain parce que, évidemment, si le produit ne plaît pas, si il n'est pas recommandable, s'il n'est pas esthétique, ergonomique, s'il n'y a pas le bon prix, ça ne marche pas. Et puis surtout, ce qu'on a oublié pendant trop longtemps et qu'il va falloir réintégrer pleinement, c'est la notion de nature, d'écosystème, parce que, tout simplement parce que, on est juste, passager de ce magnifique vaisseau spatial qui est, la planète Terre, et on a tendance à se comporter un peu comme des pilotes, un peu, casse-cou, alors qu'il faudrait qu'on se comporte plutôt en coéquipier, modèle. Et donc, voilà pourquoi il va falloir réintégrer cette vision systémique et pas, linéaire, uniquement concentrée sur, l'aspect business. Ensuite, comment on fait ça? On invite les gens à adopter une économie, circulaire pour optimiser, les ressources, régénérer autant que possible, les écosystèmes. C'est-à-dire que, on va optimiser, l'utilisation, hein. Pour rappel, par exemple, une voiture ne sert que, 4 du temps. Ça veut dire qu'il y a 96 du temps, une voiture ne sert pas à grand-chose, et puis surtout, ça prend de la place. Et puis quand vous avez, 1,5 milliard de voitures en circulation, à l'échelle de la planète, vous vous rendez bien compte qu'il y a une sacrée marge de progression. Et puis ensuite, tout ce qui est, réemploi, réparation, ça, ce sont, des activités qu'on a trop longtemps oubliées et qui pourraient aussi permettre, d'économiser, notre, extraction de ressources. Tout ce qui est refabrication aussi, le fait d'utiliser des pièces et enfin de reprendre des produits et reprendre les pièces à l'intérieur pour refaire de nouveaux produits ou des nouvelles générations de produits, ça, c'est tout aussi utile. Ça permet d'économiser, des ressources en eau, en énergie, en matière, et ça, c'est quand même très important. Et puis surtout, éviter de tout miser sur le recyclage. Toutes ces étapes-là qu'on a évoquées avant nécessitent souvent moins d'énergie et créer d'autant plus de valeur économique. Si on reprend l'exemple de la voiture, vous pouvez à l'échelle individuelle louer votre voiture sur des plateformes, ça vous rapporte un petit peu d'argent. Vous pouvez, en acheter ou la revendre d'occasion, la réparer. Bon, ça nécessite un petit peu plus de savoir-faire, mais ça reste accessible. Et la refabrication, ça demande déjà un petit peu plus de savoir-faire industriel, mais le recyclage, généralement, il y a un abus de langage, c'est-à-dire que dans le cas de la voiture, ça va nécessiter beaucoup, beaucoup d'énergie pour les massifier et ensuite essayer de les valoriser. Et donc, malheureusement, la plupart du temps,
les gros industriels visent le recyclage alors qu'il y a quand même pas mal d'étapes avant qui permettent de recréer de la valeur à la fois économique, sociale et environnementale. Circulab, c'est trois piliers. C'est d'abord une toolbox avec des outils accessibles à tous et réutilisables pour obtenir le meilleur de l'intelligence collective. Aujourd'hui, la plupart des outils, enfin quelques outils Circulab plus exactement, notamment les outils de mapping, sont Creative Commons. Donc vous pouvez les télécharger librement sur circulab.com. Et puis aujourd'hui, évidemment, on va plus se concentrer sur le Value Chain Canvas qu'on va voir par la suite. Le Circulab, c'est aussi une communauté d'experts qui sont tous formés à cette méthode Circulab. Alors, la carte n'est pas vraiment à jour. Maintenant, on est de nouveau aux États-Unis et dans plusieurs pays en Afrique. C'est près de 70 consultants qui se sont réunis depuis 5 ans, qui sont tous formés. Et justement, ça me permet d'introduire Valérie, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Valérie. Je t'invite à mettre ton micro. Bonjour à tous, bonjour Brieux. Je suis Valérie Schneider, effectivement certifiée et faisant partie de la communauté Circulab depuis 2016. J'interviens globalement sur trois sujets. La responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire dans l'idée d'accompagner les entreprises pour les faire passer à l'action sur ce sujet-là, et sur le sujet du numérique responsable, qui a d'ailleurs un lien fort avec l'économie circulaire, sur l'économie des ressources et la manière dont on peut aussi générer moins de déchets et être dans un design plus régénératif. Parfait, merci Valérie. Et ça me permet d'introduire également Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Donc moi je suis un peu moins nouvelle un peu moins ancienne que Valérie en tant que certifiée Circulab, juste l'année d'après. Moi ce que je fais principalement c'est d'accompagner des entrepreneurs. Alors c'est des dirigeants de PME ou c'est des entrepreneurs dans des startups sur comment construire des business models circulaires et intégrer tous ces principes de résilience, d'écosystème et de circularité dans des modèles d'affaires pour essayer de faire transitionner ces entreprises vers des modèles d'affaires plus durables. Voilà. Parfait, merci à toutes les deux. Et donc, ces outils et cette communauté, ça nous permet de faire ce qu'on appelle des actions, des prestations sur mesure pour avoir des résultats les plus rapides et impactants possibles. On sait que le temps est compté et que justement l'après-confinement ne va pas être très simple et il va falloir être très efficace. Donc c'est aussi pour ça qu'on contribue autant que possible depuis 5 ans avec les outils circulables à les diffuser autant que possible parce qu'on est persuadé qu'ils peuvent aider pas mal d'entreprises à réfléchir différemment et surtout à agir de façon beaucoup plus pertinente. Et pour terminer cette présentation de Circulab, voilà quelques références avec lesquelles on travaille ou on a travaillé. Et puis surtout, pour terminer ça, nous sommes Bicorp depuis l'année dernière et puis on fait partie du mouvement 1% pour la planète avec pas mal une affinité particulière pour une ONG qui s'appelle Coral Guardians, qui ont reversé 1% de notre chiffre d'affaires depuis 4 ans. Eh bien, ça m'amène justement à cette fameuse méthode Circulab. C'est une méthode en 3 étapes qui passe d'abord par une phase d'exploration, essayer de comprendre les besoins essentiels, que ce soit de l'utilisateur, mais aussi du territoire, de l'écosystème, comprendre ses forces et faiblesses, les flux principaux, les parties prenantes, faire en sorte qu'on sache un petit peu où on va et puis surtout sur quelles problématiques on va travailler. Ensuite, on va passer sur une phase de création, imaginer, concevoir l'idée qui va, le produit, le service, le processus industriel qui va répondre à la problématique identifiée. Et puis ensuite, passer à la phase d'implémentation, faire en sorte qu'on active tout ça,
qu'on teste, qu'on mobilise des utilisateurs, etc., pour qu'on puisse vraiment faire le changement, le concrétiser, parce que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va travailler évidemment plus sur la phase d'analyse de l'écosystème à travers l'analyse de la chaîne de valeur et donc à travers le Value Chain Canvas. Alors, pour la petite histoire, le Value Chain Canvas, enfin, même toute la démarche autour de l'analyse de la chaîne de valeur, c'est un exercice qu'on avait fait initialement pour un client qui était situé à une étape très spécifique de la chaîne de valeur qui était la phase d'extraction. Il disait, voilà, comment on fait pour s'en sortir dans un monde qui va devenir de plus en plus circulaire, par la force des choses, dans le sens où on va être dans un contexte de raréfaction des ressources, quelles qu'elles soient. Et comment on fait, nous, pour recréer la valeur et peut-être extraire moins. Et donc, c'est ça qui était assez intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte que cette méthode d'analyse de la chaîne de valeur qu'on avait développée pour eux était très efficace et qu'elle avait des résultats pertinents. Et donc, c'est comme ça qu'on a échangé avec notre client et réintégré finalement cette étape-là dans la méthode Circulab. Donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est de comprendre le contexte en identifiant les flux, les parties prenantes et leurs interactions. Et puis surtout, repartir des besoins essentiels. Ça va devenir de plus en plus important dans le sens où on a peut-être parfois un peu été sur des besoins superficiels. Et là, je pense que malheureusement, la situation fait qu'on va peut-être se reconcentrer vraiment sur ce qui est nécessaire et pas ce qui est superflu. Mais il ne faut pas s'arrêter uniquement aux utilisateurs. Il faut aussi comprendre le système, l'écosystème qui l'entoure. Quel est le contexte, c'est-à-dire par exemple, quel est le climat, quelles sont les possibilités, quels sont les savoir-faire, quelles sont les forces, les faiblesses du territoire, de façon à ce qu'on puisse aussi régler la solution de façon locale. Et puis surtout, tout en faisant évaluer la grille de lecture, comme je vous le disais, intégrer vraiment ces 4 critères-là, parce que quelle que soit l'entreprise, quel que soit le produit, service ou process industriel sur lequel on va travailler, il faut intégrer cette grille de lecture, parce que à court, moyen ou long terme, si on oublie un de ces aspects-là, on ne va pas très loin, ça finit par s'effondrer. Donc, à quoi ça sert pour résumer ça, et évidemment, l'idée, c'est de l'illustrer après avec différents retours d'expérience. Déjà, tout simplement, aujourd'hui, on parle beaucoup de reconstruction, de repenser un petit peu les chaînes de valeur. Et évidemment, cet outil, le Value Chain Canvas, l'idée, c'est de vous permettre d'élaborer une stratégie dans un contexte de raréfaction des ressources. De plus en plus, jusqu'à présent, la plupart des entreprises ont finalement conçu des produits, mais vraiment en se concentrant uniquement sur la phase d'utilisation. Mais on a oublié toutes les étapes suivantes. Et pourtant, ce sont aussi des étapes de création de revenus ou de réduction de coûts, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'écosystème sur lequel elle évolue. Donc voilà pourquoi c'est très important d'avoir cette vision systémique dès le début, parce que ça nous permet aussi d'identifier plus rapidement des marges de progression. Une fois qu'on comprend cet écosystème, on peut aussi anticiper les risques à venir. C'est-à-dire que si on se rend compte, par exemple, que certaines chaînes de valeur certaines étapes de la chaîne de valeur sont dépendantes d'un seul point, d'un seul pays, etc., on se rend bien compte que ça peut être très difficile, surtout peut-être dans un contexte d'épidémie, de pandémie même, comme celui qu'on est en train de vivre, ou de fluctuations au niveau du prix du pétrole. En fait, ça me fait un petit peu sourire de dire tout ça parce que je le disais encore il y a quelques mois et j'ai l'impression que c'était un peu flou pour les gens, mais ça devient de plus en plus réel en fait. Donc, voilà pourquoi ça me semble vraiment intéressant que vous soyez là aujourd'hui. Et puis surtout, comme je l'évoquais à l'instant juste avant, c'est identifier les meilleures opportunités à la fois économiques et régénératives. C'est-à-dire que, comme on l'a bien souligné jusqu'à présent, l'idée, c'est pas de faire du business pour faire du business, mais c'est vraiment d'intégrer la notion de régénération des territoires, faire en sorte qu'ils soient le plus résilients
Et puis aussi, tout simplement, régénérer le vivant, parce que c'est ce qui nous permet quand même de respirer, de vivre, de manger, etc. Et donc, ça fait quand même partie des besoins essentiels. Et donc, voilà pourquoi il faut vraiment identifier ça, voir les aspects les plus impactants, de façon à être les plus efficaces aussi. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est relativement simple. C'est comme n'importe quel outil, hein. Vous pouvez prendre un tournevis et être un très bon mécano ou faire d'autres choses avec. Et puis, de toute façon, la dextérité, l'expertise technique vient avec le temps. Mais déjà, on va vous le présenter comme ça dans un premier temps. Il y a un aspect très important, ce sont les 3 petites cases qui sont en bas à gauche. C'est 3 aspects qu'il faut définir avant même d'avancer, sur le reste. Ces 3 cases-là correspondent, à gauche, au marché, géographique. Est-ce que, je sais pas moi, c'est un quartier, une ville, un département, une région, un pays, un continent? Faites en sorte de bien, concentrer, enfin de bien identifier le marché sur lequel vous évoluez parce que, bah, par exemple, les contextes réglementaires sont pas forcément les mêmes. Voilà, les contraintes peuvent évoluer en fonction de l'aspect géographique sur lequel vous allez évoluer. Ensuite, la case du milieu, bah, c'est le produit sur lequel vous vous concentrez ou éventuellement euh, le besoin essentiel auquel vous voulez répondre. Et puis enfin, la ressource clé dans la dernière case, c'est quelle est la ressource, par exemple, le matériau, enfin, la matière qui est indispensable, nécessaire pour répondre à ce besoin actuel. Donc voilà, ça c'est ces 3 cases-là. Une fois qu'elles sont définies, eh bien, vous pouvez dérouler différentes cases. La première case, c'est la case de conception. Aujourd'hui, on sait, la Commission européenne estime que 80% des impacts environnementaux d'un produit, ça se joue à cette étape-là, la conception. Vraiment, le design de produit-service, c'est l'étape clé. Et donc, dans cette étape-là, vous allez pouvoir renseigner un petit peu toutes les tendances euh, réglementaires, mais aussi les tendances de consommation, et pourquoi pas aussi les aspects concurrentiels qui peuvent rentrer en ligne de mire. Vraiment faire en sorte de comprendre un petit peu le contexte qui vous entoure. Cette première case est suivie d'une nouvelle case qui est donc la case d'extraction ou de choix des matières. Et donc, l'idée, c'est pas forcément d'extraire à chaque fois, mais c'est aussi de choisir des matières qui sont disponibles localement, parce que plus on va choisir des matières qui sont renouvelables et qui sont disponibles localement, bah, plus aussi on permettra d'être résilient, enfin, à l'entreprise d'être résiliente. Donc ça, c'est aussi un aspect important. Ensuite, la production, bah, comment on produit? Est-ce que c'est une production qui est centralisée, décentralisée, avec quels équipements, quelles usines, et cetera? Est-ce que, je ne sais pas, on parle beaucoup, par exemple, en ce moment de production de visières, de masques, tout est décentralisé. Bah, c'est aussi peut-être une façon de repenser la production et ça, il va falloir l'intégrer. Ensuite, la distribution, bah, comment on fait pour faire connaître le produit, comment on le vend. Ces aspects-là, bah, il faut les intégrer dès le début. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Ensuite, la phase d'utilisation. Comment, comment les gens l'utilisent? Est-ce que c'est bien optimisé? Est-ce que ça répond bien aux besoins, etc. On essaye d'identifier aussi les changements de consommation. Par exemple, quand vous avez un acteur comme Uber qui, en France ou aux États-Unis, fait changer le comportement des néo-majeurs, disons, qui ont 18 ans et qui disent bah, non, moi, je ne vais pas forcément passer mon permis de conduire parce qu'en fait, je préfère investir mon budget dans des Uber et comme ça, je suis complètement. Enfin, voilà, je ne m'endette pas à passer un permis, mais voilà, je suis complètement dépendant d'un système comme Uber. Mais voilà, ça, c'est des tendances qu'on observe aux États-Unis. Et bien ça, c'est des choses qu'il faut aussi anticiper, intégrer dans sa réflexion. Et puis ensuite, évidemment, bah, les étapes qu'on a beaucoup oubliées jusqu'à présent dans la chaîne de valeur, c'est ces étapes de réparation. On sait par exemple qu'en France, on est tout à fait en mesure de créer des centaines de milliers d'emplois si on fait juste du réparer en France plutôt que du produire en France, qui est encore un petit peu difficile, mais qu'il va falloir aussi remettre à jour. Et bien ça, cette étape-là, on peut tout à fait aussi trouver des partenaires, réintégrer ça dans les prestations de services de l'entreprise.
tout ce qui concerne aussi ce qu'on va appeler le take back ou la logistique inversée, c'est comment on fait pour récupérer des produits, des composants, des matières, faire en sorte d'anticiper ces aspects-là, parce que la logistique, c'est aussi un aspect clé de l'économie circulaire. Plus on va limiter les déplacements, plus on va limiter les coûts également. Et donc, il va falloir être malin aussi pour optimiser tout ça. Je pense à un très bon exemple comme celui de Recigo, qui profite du réseau logistique de la Poste pour récupérer les déchets de papier, c'est-à-dire que le facteur vous amène votre courrier et dans le même temps, plutôt que de repartir à vide, il part avec les déchets de papier. Et c'est une activité qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires au bout de quelques années. Et donc là encore, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de vraiment pertinent. Ils ont optimisé ce qu'ils avaient déjà et ils recréent des activités, des revenus avec ça. Et puis, dernière case, tout aussi importante, c'est l'usage suivant. C'est qu'est-ce que vont devenir les produits, les matières, les composants qu'on a utilisés. Pas forcément uniquement du recyclage, mais justement, qu'est-ce qu'on va faire après? Et donc ça, il faut l'anticiper dès le début parce que c'est aussi une façon peut-être d'éviter d'extraire de nouvelles matières, d'éviter de refabriquer des composants. Il y a quelques années, je crois que c'est le 1er janvier 2017, les concessionnaires automobiles étaient obligés désormais de vous fournir des pièces neuves pour réparer votre voiture, mais aussi, et donc c'est depuis cette fameuse date-là, des pièces d'occasion. Et ça a été évidemment un vrai changement dans l'industrie parce que ceux qui avaient préparé cette étape-là de reconditionnement des pièces usagées, ils ont eu de l'avance sur leurs concurrents. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. Je me rends compte que j'ai un peu oublié de préciser comment on remplissait tout ça. Alors nous, si vous voulez, chez Circulab, on a développé toute une suite d'outils complémentaires au Value Chain Canvas, mais ce que vous pouvez faire déjà de votre côté, c'est remplir le Value Chain Canvas en restituant à chaque fois que vous trouvez des informations à droite ou à gauche, des opportunités et menaces correspondant à chacune des étapes. Mais on pourra y revenir dans les questions si vous voulez bien. Mais ce qui me semblait intéressant, c'était donc d'avoir les retours d'expérience de Valérie et de Stéphanie. Et donc, je vais donner la parole à Valérie pour commencer, puisque tu avais un premier retour là-dessus et un premier intérêt sur le Circulab Value Chain. Alors, tu veux dire, je pense Valérie, puisque on parle du cadre d'un séminaire de rentrée, donc avec des étudiants des ressources humaines. Et l'idée, c'était effectivement de parler de fast fashion. Et l'objectif, au final, était évidemment que les étudiants arrivent avec des idées d'amélioration de ce secteur-là. Et évidemment, au démarrage, personne n'avait une idée bien précise de ce qu'était la fast fashion. Hein. Ce n'étaient pas des étudiants spécifiquement, j'allais dire, informés sur ces questions-là. Et donc, j'ai utilisé la méthodologie du Value Chain Canvas de manière à leur faire rechercher par eux-mêmes, finalement, à quoi correspondait ce sujet. Et ce, en posant finalement 3 questions, d'essayer d'identifier quelles sont les tensions liées à ce marché de la fast fashion, en identifiant également les opportunités et en faisant ressortir de ce marché-là. Et donc, ce qui a été très intéressant avec cette expérience, c'est le résultat que ces étudiants, finalement, en moins d'1 heure, finalement, sur le sujet, ont été capables de ressortir. Alors là, 1 heure, ces étudiants ont pu ressortir à la fois les informations clés. Donc là, je vous en ai repris quelques-unes. C'est ce que vous voyez sur les post-it en jaune, sur le côté gauche du Value Chain Canvas. Pardon. Et aussi, déjà, de pouvoir identifier à chaque étape, finalement, du cycle de vie,
soit les différents acteurs, donc les opportunités, parce qu'il y a des choses qui existent déjà autour de ce sujet-là, soit effectivement les grosses tensions que vous voyez en rose à l'écran. Pour prendre deux exemples, les nombreux rejets chimiques produits au moment de l'extraction des matières premières, ou de la collecte des matières premières, du traitement des matières premières, les conditions de travail, la gestion des invendus, etc. Et une des grosses valeurs ajoutées du Value Chain Canvas, c'est vraiment d'aligner tout le monde sur une bonne compréhension du marché en un bref laps de temps, en fait. Ok, parfait. Merci Valérie. On a des petits soucis techniques au niveau du son. J'espère que on a pu t'entendre correctement. Mais en tout cas, on a bien eu l'essentiel. Et puis évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou par mail à brieux@circulab.com. Stéphanie, est-ce que tu veux nous présenter le cas que tu as présenté? Oui, oui, avec plaisir. Donc moi, le contexte est le suivant. Il s'agit d'un accompagnement qui a été fait auprès de dirigeants des PME de la plasturgie. C'est une trentaine de PME que j'ai eu l'occasion d'accompagner dans le cadre d'un accélérateur BPI. Donc quand vous le voyez sur l'écran, c'est les résultats. Alors j'en ai enlevé parce que c'était encore plus touffu que ça en termes de production, mais c'est les résultats d'un des groupes qui a travaillé sur le Value Chain Canva. Donc, vous voyez à la fois des choses en jaune, des choses en rose, des choses en vert. Donc, l'idée du Value Chain Canva, c'est pour chacun de ces éléments de votre chaîne de valeur d'identifier à la fois des faits, d'identifier des opportunités, d'identifier des risques. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec les dirigeants dans l'accompagnement. On a toute une série de questions à leur poser. Vous pouvez les faire travailler en amont aussi sur y réfléchir avant. Les retours très intéressants, en tout cas les enseignements pour moi, c'est que le premier enseignement, c'est au départ, quand on a commencé à travailler sur cette chaîne de valeur, les dirigeants, ils se disent, bah, bien sûr que je connais ma chaîne de valeur. Or, dans les faits, on se rend compte, et on est tous un peu aveugles de ce point de vue-là, on se rend compte que ce n'est pas si évident, surtout quand on est dirigeant d'une entreprise qui est dans du B2B2C ou du B2B2B2C. Donc, forcément, vous connaissez très bien vos fournisseurs, vous connaissez très bien vos clients, mais est-ce que vous avez vraiment une vue complète de tout ce qui se passe sur finalement votre chaîne de valeur jusqu'au client final, jusqu'à la fin de vie et si on remonte en amont jusqu'à l'extraction des ressources, c'est moins facile. Donc, le premier bénéfice qui m'a été exprimé par les participants, c'est avant de commencer, oui, on sait, et pendant qu'on faisait l'exercice, c'est ah ouais, c'est pas si simple, c'est même dur. Alors, peut-être Brieux, si tu peux passer sur le slide suivant. J'imagine que vous connaissez tous l'allégorie et la fable des 6 aveugles et de l'éléphant. Donc, je me suis inspirée de ça pour débriefer finalement sur les bénéfices pour moi que j'en tire et ceux qui m'ont été remontés par les dirigeants avec lesquels j'ai travaillé là-dessus. Effectivement, ce premier des bénéfices, c'est de permettre de voir l'éléphant dans son ensemble. Comme je disais, ces dirigeants, ils étaient en B2B2C, vous connaissez bien votre secteur, mais réussir à voir l'intégralité de la chaîne de valeur et réussir à identifier des choses que vous ne saviez pas, c'est un des premiers bénéfices de l'action. Par exemple, je vous donne une illustration. Parmi le groupe de dirigeants sur lesquels on travaillait, il y a effectivement des PME de la plasturgie qui sont dans l'alimentaire, qui sont fournisseurs de rang 2 dans toute cette chaîne de valeur. Et en faisant le travail avec eux, on s'est rendu compte finalement qu'ils n'étaient pas complètement à l'aise sur, mais finalement, les usages et les évolutions des usages par le consommateur final. Et ça, c'est
vraiment ressorti en faisant l'exercice, puisque la case qui était usage que vous a présenté tout à l'heure Brieux n'était pas très remplie. Donc, ça a permis aussi de leur dire, mais attendez, les gars, là, je pense qu'il y a des choses que peut-être vous avez besoin de creuser. Et effectivement, ça a été un des enseignements pour eux, c'est de dire, oula, il y a des choses qu'il faut qu'on aille voir là, parce qu'on sent bien que ce consommateur final, et c'est particulièrement vrai sur l'alimentaire, ces évolutions, ces changements de comportement, ils vont venir nous impacter rapidement ou ils nous impactent déjà. Donc ça, c'est le premier enseignement lié à l'éléphant, c'est voir l'éléphant dans son ensemble. Le deuxième bénéfice, c'est ça permet de voir l'éléphant collectivement. Alors Valérie disait, ça permet d'aligner assez rapidement tout le monde sur une compréhension globale de la chaîne de valeur. Alors là aussi, deux illustrations de deux éléments qui m'ont été remontés par les dirigeants. Un dirigeant, je les avais sollicités en amont pour qu'ils travaillent, pour qu'ils préparent avant notre séminaire de travail. Un des dirigeants m'a dit, ah bah moi j'ai donné le boulot aux équipes chez moi. J'en ai trouvé 4-5, je leur ai réparti les questions que vous nous avez posées et ils m'ont remonté les infos. Et il me dit, alors c'était super parce que, j'ai réussi à engager des gens qui ont envie de travailler là-dessus chez moi. Et puis j'ai aussi réussi à mobiliser les différents métiers chez moi, le marketing, les achats, les vendeurs, la prod, les appros, enfin tous les gens qui gravitent dans l'organisation. Ce n'est pas des grosses organisations, mais pour autant, ils ont déjà toutes ces activités. Et donc ça, c'est le deuxième aussi, ça va dans le même sens que le deuxième retour d'expérience. Un de mes participants qui me dit à la fin, moi, ils étaient entre dirigeants, il dit, moi, je prends et je vais le refaire chez moi, ça, parce que je sens bien que ça va permettre de nous aligner et d'aligner finalement mon équipe autour de cette vision commune, de compréhension commune, et d'éviter d'avoir ces débats un peu stériles qu'on peut avoir d'habitude où les achats disent vous comprenez rien et le marketing dit que vous comprenez rien aux besoins des clients et les équipes commerciales disent vous comprenez rien à ce qui se passe pour nous. Voilà, ça permet d'aligner tout le monde aussi sur une vision de ce qui se passe, de l'éléphant, des opportunités, des contraintes de chacun. Le troisième enseignement aussi, ça permet de voir que l'éléphant, il est peut-être en train de se transformer en licorne, en essaim d'abeille, en je ne sais pas trop quoi, mais certainement on voit avec cette consolidation, toutes les tensions et les choses qui sont en train de se tramer, un peu ces signaux faibles qui sont en train de se tramer sur le marché et de se dire attention, là, on est peut-être en train de voir émerger des choses qui pourraient nous impacter fortement. Alors, pour la petite histoire, ce travail, moi, je l'ai fait en fin novembre avec les dirigeants de la plasturgie, que j'ai eu l'occasion de revoir en séminaire là, tout début mars, avant le début du confinement. Et entre-temps, il s'était passé ce qu'on connaît, c'est-à-dire il s'était passé la crise du Covid. Et pour certains, en fait, ça avait un impact immédiat. Par exemple, pour ceux qui font des flacons, ils ont vu revenir des énormes demandes pour faire des flacons. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que 80% des flacons pour le gel hydroalcoolique, les flacons sont produits en Chine et plus de flacons produits en Chine. Donc, ils avaient de nouvelles demandes qui revenaient. Donc, ça permet aussi de mettre le doigt sur finalement ces chaînes de valeur complètement intégrées, de se dire, mais tiens, mon produit, il est produit à 80% ailleurs ou mes concurrents, ils sont ailleurs. Qu'est-ce qui se passe justement en train de chaîne de valeur et de logistique. Donc, ça permet aussi, cet outil, c'est aussi un outil qui est très itératif, qu'il faut garder sous les yeux, qu'il faut mettre à jour. On voit à quel point notre environnement, il peut changer. Donc, tout ça, ça permet d'identifier ces opportunités, ces évolutions, et puis de se dire qu'est-ce que j'engage comme action par rapport à ça. Voilà, Brieux, mon retour là-dessus. Parfait, parfait. Effectivement, c'est aussi un aspect qu'on n'avait pas évoqué, mais c'est tout à fait ça. C'est qu'on est dans un monde qui est en telle mutation que le fait de pouvoir dire, oui, je connais parfaitement ma chaîne de valeur, alors qu'il y a des innovations techniques partout, il y a des changements de comportement, il y a des changements réglementaires qui sont constants, c'est impossible qu'une seule personne puisse tout savoir sur tout. Et effectivement, c'est un bon outil de veille, un peu comme un tableau de bord finalement.
Est-ce que déjà, par rapport à tout ça, vous avez des questions? Je ne me rends pas trop compte du temps, mais on peut commencer à prendre des questions si vous voulez. Alors, je ne sais pas si Valérie, vous avez, ou Stéphanie, vous avez trouvé, vous avez des questions, si vous voulez à quelles on répond. Il y a une question, si tu veux, Brieux, sur le chat là, c'est quelle est la différence avec l'ACV? Alors l'ACV, effectivement, c'est assez différent. L'idée pour nous, c'est vraiment d'être sur du systémique. Donc l'ACV, pour nous, est intéressant, mais on va être déjà beaucoup plus sur un produit très spécifique. Là, l'idée, c'est de comprendre le contexte. Et peut-être qu'en fait, la solution au produit auquel, enfin, la solution aux besoins identifiés, ce sera peut-être pas tel ou tel, enfin, ce sera peut-être pas le produit qui existe aujourd'hui. Je m'explique, je sais pas moi, par exemple, si on se rend compte que bah voilà, les restaurateurs achètent de l'eau en bouteille parce qu'en fait, ils se rendent compte que l'eau du robinet n'est pas utilisable. Bah, en fait, on aura beau faire des ACV de la bouteille d'eau, en fait, il faudra bien se rendre compte qu'il faudra plutôt faire peut-être une solution de filtre pour le restaurant. Et donc voilà, on est vraiment sur l'étape avant. On essaie de comprendre le système pour agir de la meilleure des façons. L'ACV est très pratique, mais pour les étapes suivantes, une fois qu'on a bien identifié le produit et faire en sorte que ce soit vraiment le plus approprié possible. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Je vois par exemple Florence. Alors effectivement, où les étudiants ont-ils trouvé les infos clés du marché? Effectivement, bah, ce qui est intéressant, c'est que, comme dit Valérie, bah, sur internet principalement. En fait, ça dépend un petit peu de chacun, hein. Nous, on intervient auprès de clients qui ont aussi des PDF à plus savoir quoi en faire avec des études de marché et cetera. Tout dépend vraiment, de l'ambition qui est mise derrière l'exercice, hein. Est-ce que c'est simplement comprendre la chaîne de valeur ou c'est en tirer, des leviers stratégiques? Évidemment, la recherche, sera assez différente et peut-être un petit peu plus, pensée, quoi. Est-ce qu'éventuellement vous avez, d'autres questions, Stéphanie? Alors, est-ce que ce Value Chain Canva, il peut aussi s'appliquer aux prestations de services ou aux prestations intellectuelles? Bah, il faudrait peut-être préciser un peu la question. Bah, oui, en tout cas, nous, on s'en sert comme tel, hein, c'est-à-dire, on s'en sert comme un plateau de jeu, hein, mais c'est comme on l'a dit, je pense, avant, c'est un tableau de bord qui permet vraiment, bah, d'identifier, de comprendre sa chaîne de valeur. Heu, mais, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais en tout cas, oui, nous, on s'en sert, c'est la base de certaines prestations de services, quoi. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions? Je regarde également sur mes mails. Alors, il y a une autre question qui est, bah, une fois qu'on a fait ça, comment on va à la partie élaboration de la stratégie à partir de cette analyse, qui est effectivement la suite des outils liés à ça. Eh bien, ça, c'est une bonne question et ça me permet de faire, une bonne transition pour, la semaine prochaine puisque, on verra justement l'étape 2 de la méthode Circulab, enfin, avec l'outil principal de l'étape 2 qui est donc le Circular Canvas. On fait un nouveau webinar donc mercredi prochain à 17h qui sera en anglais cette fois-ci avec d'autres consultants de la Circulab Community. Évidemment, bah, une fois qu'on a trouvé la problématique, bah, il faut trouver une réponse opérationnelle. Et donc la réponse opérationnelle, bah, c'est concevoir le business model qui répond à cette problématique. Et donc de cette conception de business model, on en sortira le cahier des charges design, disons quel produit, quel service, quel processus industriel on va mettre en place pour, répondre à ce besoin et donc faire en sorte qu'on sorte de cette problématique en concrétisant du changement et faire en sorte que ça aille dans le bon sens. Si je peux me permettre de compléter aussi, Bien Brieux, sûr. sur la réponse à cette question, avec le témoignage que je vous partageais là avec les dirigeants de PME, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait effectivement cette partie
diag, on va dire, vision globale. Et on a fait l'étape d'après qui est pour chacun d'entre eux d'identifier finalement les zones, à la fois les opportunités ou les choses sur lesquelles qui leur paraissaient prioritaires, sur lesquelles travailler, et élaborer un plan d'action. Donc, je vous donne un exemple, j'en ai un en tête. Comme vous le savez, sur la plastique, il y a un vrai sujet autour de voilà, utiliser des matières premières recyclées dans justement les matières premières utilisées, et avec un des participants qui, lui, a construit des fûts qui restent 10-15 ans chez ses clients, c'est pour l'industrie. Le travail arrivait en disant, mais je me suis jamais posé la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe à la fin de vie pour mes flux, et est-ce que là il n'y aurait pas un truc vraiment intéressant pour moi à regarder, parce que même si le client il veut changer de flux parce que peut-être son activité grossit, il a besoin de quelque chose de différent, ben moi ça ne veut pas dire que ce matériau-là il n'est pas intéressant pour moi. Donc ça permet voilà, en se disant on fait la photographie globale, et de ça, pour chacun, et c'est évidemment très personnalisé pour chaque activité, c'est de se dire, tiens, où est-ce que je vois les choses qui sont les plus intéressantes pour moi. On a dans la toolbox d'accompagnement Circulab un outil qui permet d'évaluer où il y a le plus d'opportunités, enfin, il y a un certain nombre de critères, des grilles d'analyse des critères. Donc, c'est comme ça aussi qu'on aide les entrepreneurs à identifier là où ça fait plus de sens d'agir et d'engager des actions. Ok, parfait. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en ai vu une de Patrick sur est-ce que les secteurs verticaux sont plus difficiles à aborder avec l'outil? Mais justement, est-ce que tu as un exemple de secteur vertical? Parce que là, comme ça me parle pas. Ou est-ce que tout simplement, Stéphanie ou Valérie, vous avez d'autres questions? Il y avait une question sur le prochain webinaire pour savoir s'il y avait une logique. Enfin, il y a une logique dans les webinaires, bien entendu, mais est-ce que ça suit la logique qu'une entreprise suivrait? Ah oui, bah en fait, c'est vraiment le déroulé de la méthode Circulab, hein. C'est ça, c'est analyser le contexte dans la grande partie, un peu comme un entonnoir, hein, et on va du plus large au plus petit, au produit. Donc, la deuxième étape, c'est concevoir la réponse opérationnelle au sujet. Donc, la Poste est un exemple apparemment de secteur vertical. Alors, si je comprends bien, c'est secteurs verticaux. En fait, pour être tout à fait honnête, Patrick, je ne comprends pas la question, donc je ne veux pas répondre à côté, mais si je ne pense pas que ce soit trop difficile dans le sens où à chaque fois, et comme on l'a évoqué quand on prépare le Value Chain Canvas, on prend vraiment les trois premières cases. Et en fait, si on veut analyser la chaîne de valeur de la Poste, eh ben, il va y avoir pas mal de Value Chain Canvas différents à faire. Donc, ce n'est pas forcément plus compliqué dans le sens où on va essayer de se concentrer sur un aspect précis. Et on se doute bien que dans le cas de la Poste, il y a beaucoup d'activités différentes parce qu'ils répondent à beaucoup de besoins différents. Donc voilà, j'espère que je réponds au mieux à ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on peut passer aux étapes suivantes? Stéphanie, Valérie? Non, il y a Patrick qui mentionnait une institution publique comme exemple de secteur vertical. Donc, je pense que le point important pour bien expliquer comment marche le value chain, c'est de se dire que le point de départ n'est pas forcément une entreprise. Le point de départ est un produit, une ressource et une zone géographique. Donc, pour la Poste, on pourrait probablement faire des value chains différents pour la partie courrier et peut-être pour la partie colis et probablement pour la partie financière. Et pour une institution publique, ça serait probablement de se dire, cette institution publique, elle fait quel produit, quel service est ciblé
à chaque fois. Donc, ça voudrait dire qu'effectivement, pour une entreprise, ça voudrait dire probablement faire plusieurs value chains. C'est le cas d'ailleurs, bien souvent, plusieurs value chains, même si c'est la même organisation, parce qu'il y a plusieurs chaînes de valeur. Tout à fait. Écoutez, je vous propose de conclure ce webinaire qui va bientôt toucher à sa fin. Si vous avez besoin du Value Chain Canvas, évidemment, vous pouvez le télécharger dès maintenant sur circulab.com dans la toolbox. Et puis, évidemment, on est tout juste en train de préparer les formations en ligne pour bien maîtriser cet outil-là. Le Value Chain Canvas en fait partie. Donc, pareil, dans les formations en ligne, vous pouvez précommander la formation. Si vous avez envie d'accompagner pour bien comprendre votre chaîne de valeur, n'hésitez pas à nous contacter. On a pas mal d'outils complémentaires au Value Chain Canvas pour aller au plus loin dans la pertinence, si vous voulez, de la prestation, faire en sorte qu'on aille le plus vite possible sur des bonnes solutions. Et puis enfin, comme on l'a évoqué, le prochain webinaire sur le Circular Canvas aura lieu mercredi prochain à 17h. Heure de Paris, et sera en anglais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je trouve l'exercice très rigolo, même si c'est très bizarre. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez quelques questions encore, n'hésitez pas. Et sinon, je vous propose de conclure là-dessus. C'est bon pour vous, Stéphanie et Valérie? Oui, alors il y avait C'est quand même bon. il y avait une question de Fedia. Peut-être, Brieux, tu peux peut-être donner un exemple sur un exemple d'entreprise qui, en ayant utilisé les méthodologies, a- a obtenu des impacts. Alors, on parle de réduction des gaz à effet de serre, mais j'imagine qu'on peut évaluer d'autres types d'impacts positifs. Est-ce que tu Oui, aurais un tout à fait. exemple très rapido pour conclure comme ça ferait la fin? Oui, tout à fait. Par exemple, on avait travaillé avec un grand réseau de publicité sur tout ce qui était valorisation des affiches. Alors là, on n'était pas du tout sur l'évaluation des gaz à effet de serre, mais effectivement, il y avait plus des aspects sociaux, création d'emplois, création de revenus, hein, donc des aspects aussi économiques, et puis environnementaux, dans le sens où on partait de 0 kg de papier valorisé à plusieurs centaines de tonnes. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'effectivement, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès opposé, c'est-à-dire pas faire que du business, mais que de l'environnemental. C'est de dire, voilà, ayons aussi une certaine diversité de critères, et ça, c'est assez intéressant. Donc, on va plutôt choisir des critères appropriés à chaque fois avec le client, de façon à ce que ce soit le plus efficace et pertinent possible. Euh, et bien, dans ce cas-là, j'espère que tout est bon pour vous. Un grand merci à vous deux, Valérie et Stéphanie. Merci à toi. De Merci à rien. toi, Brieux. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, on sera content de vous répondre. Et puis, voilà, très bonne soirée à vous, bon confinement, bon courage à tous. Et j'espère à bientôt en physique. Au revoir.